Des frontières du Congo, surtout de la frontière orientale de la RDC qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, pour dire un mot sur la fabrication de cette frontière au 19e et au 20e siècle et arriver dans l'actualité d'aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a des conflits territoriaux ou frontaliers. Maintenant, il y a la guerre depuis plusieurs années et comment mettre fin à cette crise de manière définitive, une solution durable. Vous avez devant vous la première carte de la RDC, dessinée par Sa Majesté Roi Léopold II et l'explorateur Henry Morton Stanley. Et donc, c'est cette carte que vous voyez là, que le roi Léopold II annexe au dossier qu'il envoie au chancelier Bismarck. Et le 8 novembre 1884, eh bien, l'Allemagne reconnaît l'Association internationale du Congo comme un État, et cette carte que vous voyez était annexée au traité que Sa Majesté Léopold II venait de signer avec l'Allemagne. Voilà la première carte de la RDC. J'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver cette carte, mais je tenais coûte à la voir. J'ai pu finalement la voir dans les archives de la conférence de Berlin. Après cette carte, vous avez la deuxième carte, l'évolution, pour les frontières. Et là, nous sommes à la conférence de Berlin. 15 novembre 1884, 26 février 1885. Quand les grandes puissances, les 14 pays se réunissent à la conférence de Berlin, ils se disent, bon, ok, bon, maintenant, ce bassin du Congo, il faut qu'on ait une idée sur ses limites, parce que c'est un bassin commercial. C'est là où nous allons faire les affaires, c'est là où nous allons faire, parce que le Congo est né, comme le disait mon collègue professeur Séguiobé qui est dans la salle, bon, le Congo est né sur le marché, et moi j'ajoute que le Congo c'était un marché. Donc il fallait qu'il y ait des limites pour savoir où est-ce que nous allons. Mais c'était le bassin conventionnel, ce n'était pas un pays. Après ce rappel historique, vous allez voir la RDC d'aujourd'hui. Les frontières ont beaucoup évolué. Plus ou moins 11 000 km de frontières. La frontière la plus longue, c'est la frontière avec l'Angola. Maintenant, je vais revenir sur la frontière orientale de la RDC. Cette frontière, comme je vous ai dit, ne pose pas beaucoup de problèmes. Les traités ont été conclus. Je prends la frontière avec le Rwanda, où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Cette frontière a été délimitée d'abord par le roi Léopold II seul, le 1er août 1885. Parce qu'à la conférence de Berlin, les grandes puissances lui ont dit, mais écoutez, bon, nous vous reconnaissons la souveraineté sur un vaste territoire, mais il faut que vous puissiez donner une structure étatique à cet État. Un gouvernement, une administration, une police, une armée. Nous avons reconnu l'AIC comme un État, mais c'est une association, c'est une ONG. Bon, par hypocrisie, on a voulu régler le problème, mais il faut créer un État. Et c'est ainsi qu'après le mois de février 1885, au mois de mai, le roi Léopold a pris un décret pour créer l'État indépendant du Congo. Et le 1er août 1885, eh bien, le roi fait une déclaration de délimitation des frontières de l'État indépendant du Congo. Il communique cette déclaration à tous les autres États qui étaient à Berlin. Tous acceptent. Aucun État ne proteste. Mais après, Léopold II signe quelques traités avec le Portugal, avec la France et avec l'Angleterre pour réaménager ses frontières. Et il fait une deuxième mise à jour le 28 décembre 1894, pratiquement 10 ans après la conférence de Berlin, et communique également cette mise à jour de frontières aux puissances de Berlin. Tous les États acceptent, aucun ne proteste. Vous voyez la ligne rouge oblique, c'était ça, la frontière qui était tracée par Léopold II, qui était acceptée par tous les autres États. Mais il se fait que, après avoir communiqué cette frontière aux autres États, l'Allemagne proteste. L'Allemagne considère que cette frontière en ligne rouge oblique que vous voyez là coupe le royaume du Rwanda en deux parties. Il passe même par la capitale Nyanza, du royaume du Rwanda, qui est un tout petit royaume.
les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas accepter cette frontière parce que c'est une frontière, voyez-vous, géométrique, mathématique, fondée sur les altitudes, les longitudes, les latitudes, avec des degrés, des minutes, des secondes, qu'on a tracés sur des cartes, mais sans avoir été sur le terrain, sans connaître les réalités sur le terrain. Les Allemands disent qu'on ne peut pas accepter cette frontière-là, il faut la déplacer. Ils proposent que la frontière soit placée au milieu du lac Kivu et que la frontière suive la rivière Ruzizi. Léopold II refuse. Et on est resté dans cette situation-là jusqu'au moment où Léopold II cède le Congo à la Belgique et la Belgique reprend les discussions avec l'Allemagne en 1910. Les réunions se sont tenues ici à Bruxelles pendant 3 mois, la même durée que la conférence de Berlin. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique ici à Bruxelles pendant 3 mois pour essayer de régler la question de la frontière, notamment avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Angleterre. Après discussion, pendant 3 mois, on a finalement décidé, on s'est mis d'accord, il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, c'est important, je vous passe tous les détails. On a décidé finalement de déplacer la frontière rouge que vous voyez de l'est vers l'ouest, en disant, bon, désormais, à partir du nord du lac Tanganyika, la frontière sera naturelle, elle va suivre la rivière Ruzizi, qui relie le lac Kivu, vous voyez là, et le nord du lac Tanganyika. Et après, la frontière va prendre le milieu du lac Kivu jusqu'à arriver au niveau de Goma, de la ville de Goma. Donc la ligne médiane, comme on l'appelait à l'époque. Cela a été décidé le 14 mai 1910, ici à Bruxelles. On s'est mis d'accord. Au cours des négociations, l'Allemagne était intransigeante. J'en parle abondamment dans le livre. Pour l'Allemagne, il n'est pas question qu'on touche à un seul morceau du territoire du Rwanda. Le Congo belge était déjà immense, c'était du lac Tanganyika jusqu'à l'océan Atlantique, le lac Mouero jusqu'au nord, jusqu'à Lubangui, jusqu'à la rivière Mbomu. Et donc pour les Allemands, on ne peut pas comprendre que la Belgique puisse se battre pour avoir un petit morceau de quelques kilomètres carrés dans les montagnes. C'est ça. La Belgique avait déjà tout un continent, le Congo belge, sur là-bas. Et donc il n'était pas question de laisser un seul centimètre carré du territoire du Rwanda historique être annexé au Congo belge. Et c'est dans ces conditions, vous voyez le point jaune sur la carte, c'est l'île Idjouï, qui est au milieu du lac Kivu, Idjouï, qui est l'un des 145 territoires de la RDC. L'île Idjouï, j'en parle abondamment dans le livre, était occupée par les Allemands en 1910. Les Belges avaient un poste colonial là-bas, suivant les arrangements de 1900. Passe les détails. Alors, les milieux coloniaux à Berlin tenaient coûte que coûte à ce que l'île d'Udi reste une île allemande, donc au Rwanda. Les milieux coloniaux ici à Bruxelles, belges, disaient on ne touche pas à l'île d'Idui. On peut tous céder des territoires par-ci par-là, mais Idui doit rester belge, doit rester dans le Congo belge. Confrontation terrible. Ouais, c'était. Mais on a mis un critère sur la table. On a dit, bon, voilà. Tout territoire où le roi du Rwanda avait de l'influence, ça reste au Rwanda. Mais l'île d'Idui n'a jamais été soumise à l'autorité du roi Yoweri Musinga, qui était au pouvoir à l'époque. Et donc, l'Allemagne ne peut pas avoir ce territoire d'Idui, suivant le critère déposé sur la table par l'Allemagne elle-même. C'est-à-dire, Idui reste alors Congo belge. Pourquoi? Parce que l'île d'Idui n'avait jamais appartenu au royaume du Rwanda historique.
Voilà dans quelles circonstances, en 1911, 1910, et puis 1911, on a fait l'échange de territoire. L'île d'Udi, les Allemands ont enlevé leurs soldats qui étaient là, leurs drapeaux, ils sont partis, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi pour des raisons que je viens de vous indiquer. Je suis un peu surpris de voir qu'il y a certains Rwandais prétendent que l'île d'Udi faisait partie du royaume du Rwanda. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a cédé l'île d'Udi et le Congo belge. Donc, la Belgique a cédé Changungu parce que la Belgique avait des postes coloniaux à Changungu et à Nyagagunda, de l'autre côté de la Ruzizi et du lac Kivu. Et donc, les Allemands ont récupéré Changungu, Nyakagunda, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi, Kamaronza et autres. Voilà, ça c'est là. Maintenant, nous arrivons au niveau des Goma, au nord, vous voyez là, ce qu'on appelle la ligne des volcans. Même débat. Pour les Belges, eh bien, nous devons respecter la ligne des volcans. Pour les Allemands, ils avaient des tendances, des ambitions de chercher à agrandir leur territoire. Il y avait un territoire contesté là-bas, on pourra revenir là-dessus en détail. Et là, après des discussions, pendant 3 mois ici à Bruxelles, on a trouvé une solution. Nous allons respecter cette ligne des volcans, parce qu'il y a 8 volcans là-bas. Karisimbi, Nirangongo, Nyamulagira, Visoke, et surtout au nord, vous avez Sabinho, le professeur Segiobe qui est dans la salle, qui est originaire de Rutshuru, connaît très bien la région, il pourra peut-être nous en parler dans son intervention. Et donc on a dit, cette ligne des volcans, c'est ça que nous devons respecter comme frontière. La ligne des volcans, c'est, on va prendre une frontière orographique, on va prendre les sommets des volcans comme frontière naturelle. Et pour les populations locales qui habitaient le long de cette frontière, on a dit, bon, nous allons respecter la volonté des populations. Alors les populations qui sont au nord ou à l'ouest de cette ligne des volcans, ça c'est le Congo belge, donc la Belgique. Et du côté de l'est, ça c'est l'Allemagne. Alors les populations qui habitent le long de la frontière vont choisir pendant 6 mois. Celles qui voudraient traverser la frontière, décider, pour aller du côté allemand, bon, ils pourront, ces populations pourraient traverser les frontières, aller s'installer en Allemagne, donc au Rwanda. Et les autres pourront rester là-bas, resteront au Congo belge. Le rapport d'Emile Dersch, l'un des meilleurs officiers belges qui a travaillé, qui a dirigé cette région-là, il a fait un rapport en 1909 qui est dans le livre. Il y a certaines populations locales, surtout les Hutus, qui ont dit, mais nous, on ne part pas au Rwanda. Les Allemands nous donnent des fouets là-bas, ce sont des brutaux, etc. Le roi Yumusinga nous demande des impôts et des taxes. Nous, on ne veut pas aller vivre au Rwanda. Nous restons ici chez nous. Et nous sommes bien ici. Et les Belges qui étaient là, Emile Dersch et les autres, disent, non, d'ailleurs, vous pouvez rester avec nous. Nous, les Belges, nous sommes gentils. On ne va pas vous fouetter. Nous sommes bien. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester, vous restez. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de Hutus dans cette région-là. Ils sont restés là déjà depuis... Ils étaient là bien avant 1910. Et en 1910-11, ils ont décidé de rester au Congo belge et donc en RDC aujourd'hui. Je viens de prendre connaissance du rapport établi par le Parlement rwandais, qui a été publié le 3 juin dernier. C'est très récent. Le Parlement rwandais avait mis en place une commission en janvier 2023 pour étudier la problématique des conflits à la frontière entre le Rwanda et la RDC, en fait, dans la région des Grands Lacs. Ce rapport vient d'être publié. C'est un rapport de 159 pages, rédigé en Kinyarwanda. Mais on a pu obtenir un logiciel pour le traduire en anglais.
La version anglaise que j'ai lue, en résumé, ça pourrait faire même l'objet d'une autre conférence, le Parlement rwandais falsifie un peu l'histoire et rédige l'histoire à sa manière. Dans les pages 33, 34, etc., que j'ai pu lire, pour le Parlement rwandais, le territoire de Massissi, là où il y a les combats, avec le M23, qui est occupé aujourd'hui par les troupes rwandaises, le territoire de Rutshuru, etc., au nord Kivu, au sud Kivu, le territoire de Uvira et de Fizi, y compris le plateau de Itombwe. Ce territoire faisait partie, ou font partie, du royaume du Rwanda. C'est la colonisation qui est responsable de toute la misère, de tous les problèmes à l'est de la RDC aujourd'hui. Et des députés rwandais ont pris la parole, déclaré au moment du débat de ce rapport au Parlement pour dire oui, nous devons demander au gouvernement rwandais de tout faire pour récupérer le territoire de Rutshuru, de Massissi, Uvira, Fizi, et pour les annexer au Rwanda. Les déclarations sont là. Le rapport qui est rédigé fait allusion à cela, en disant que le roi Rwabugiri avait conquis le Massissi, avait battu les Baoundés, etc., etc. Bon, ça, c'est l'histoire officielle rédigée par des politiciens rwandais. Et ceci semble coïncider avec les déclarations des dirigeants politiques rwandais, du président rwandais ou de l'officier supérieur Kabarebe à l'époque. Il disait, bon, le problème au Congo, c'est parce que tu n'as pas de terre. Donc, suggérant par là qu'il y a des problèmes de terre et que la Belgique avait récupéré du Rwanda pour donner au Congo belge. Mais tant que ça reste au niveau du Parlement rwandais, bon, ça devient un problème interne, parce qu'il y a des diplomates, des anciens diplomates ou diplomates en fonction de beaucoup de gens qui ont une expérience ici, qui savent que dans l'ordre juridique international, les déclarations d'un Parlement n'engagent pas l'État dans l'ordre international. C'est le président de la République, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, ça c'est bien écrit dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ce sont ces autorités qui engagent l'État dans les relations internationales. Et donc, tant que le Rwanda, par son gouvernement, n'a pas pris fait et cause, n'a pas endossé seulement et fait des revendications, cela, pour nous, c'est un problème interne. Mais il faut anticiper. On va voir ce qui peut arriver. Parce que les conflits à l'Est semblent, selon le Rwanda, reposer sur le fait la Belgique aurait arraché des territoires du royaume du Rwanda pour les donner au Congo belge, donc à la RDC aujourd'hui. Mais on pourra peut-être en parler dans les débats. Mais sur le plan technique, pour anticiper sur la réponse à ceci, l'Afrique, en cette matière de frontières, est dominée par le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On a créé l'Organisation de l'Unité africaine le 23 mai 1963 à Addis Abeba. L'année suivante, tous les États indépendants, y compris le Rwanda, parce que le Rwanda était déjà indépendant en 1962, étaient au Caire au mois de juillet 1964. Et le 21 juillet 1964, on a pris la décision, tous les États africains, pour dire que s'il nous faut la paix en Afrique, la stabilité et le développement, on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. Parce que le Maroc contestait déjà la Mauritanie, voulait récupérer la Mauritanie, le Ghana et le Togo, c'était encore des bagarres là-bas, ils ont dit on ne touche pas aux frontières. Et le Rwanda l'avait accepté, en 1964. En 2000, le 11 juillet 2000, on crée l'Union africaine. Aujourd'hui. Le Rwanda était à Lomé
quand on a créé l'Union africaine, et dans le traité créant l'Union africaine, on a mis un principe fondamental, cette fois-ci c'est dans un traité international ratifié par le Rwanda, pour dire que l'un des principes fondamentaux de l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas. Et le Rwanda a signé pour la deuxième fois. Le 7 juin 2018, il s'est passé un événement à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'était la pose des bornes. On a posé des bornes en 2018 par une commission technique mixte Rwanda-RDC sur 22 km frontière à peu près. Il y a eu 28 km. On a signé des procès-verbaux sur la frontière terrestre. Cette frontière terrestre, c'est à peu près 60 km, c'est pas beaucoup. Hein. Là où il y a les combats M23, etc., troupes rwandaises. Les deux gouvernements ont réceptionné ces bornes qui indiquent qu'à l'ouest, c'est le territoire congolais et à l'est de cette ligne de bornes, c'est le Rwanda. Le gouvernement congolais représenté par le ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, et le gouvernement rwandais représenté par le ministre de la Défense, James Kabarebe, ont signé ce procès-verbal reconnaissant que les bornes qui étaient posées déjà en 1911 par les Belges et les Allemands, cette ligne de bornes marque bel et bien la frontière entre les deux pays sur le terrain. Et donc, cette frontière est démarquée, acceptée. Donc, on ne peut pas, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se réveiller aujourd'hui pour prétendre que j'ai des territoires en RDC, avec tout ce que je viens de vous indiquer. Et donc, sur le plan juridique, pour moi, la question, on ne peut même pas discuter. Le droit international est fermement établi. Je suis très satisfait de voir la position du gouvernement belge sur le sujet. J'ai suivi il y a quelques mois la déclaration du ministre des Affaires étrangères, la dame Sophie Wilmès, parce qu'elle est toujours au gouvernement, qui disait « on ne touche pas à la frontière ou aux frontières de la RDC, la frontière orientale ». Elle a même dit qu'on ne peut pas, sous prétexte de facilitation ou de médiation, de dialogue, chercher à remettre la frontière de la RDC avec les États voisins. J'ai reconnu en elle Sa Majesté Léopold II, parce que c'était ça la position de Léopold II. Vraiment, nous avons un partenaire et un allié sur cette question, la Belgique. Et nous sommes fiers de cette position du gouvernement belge en ce qui concerne les frontières de la RDC. Donc, sur le plan juridique, politique, il n'y a pas de conflit qui serait à la base de la crise à l'Est, de la guerre à l'Est. Bon. Si quelqu'un a un problème, le Rwanda ou l'Ouganda, ou c'est pas le Burundi, qu'ils le mettent sur la table, nous allons lui répondre. Le droit international est avec la RDC.